Alors, je vais passer donc la parole à Sidi Mohamed Barkat, donc philosophe et enseignant supérieur à Panthéon-Sorbonne, sur la question travail-démocratie. 45 minutes et après on passe au débat. On y va. Merci André. Alors je remercie Christian Goffer et l'ensemble des gens de la CGT qui ont eu la gentillesse de m'inviter à ce colloque. Je vous remercie, vous, d'être là pour à la fois écouter ces exposés et intervenir. Je suis aussi très content de passer en deuxième lieu parce que l'exposé précédent a été un exposé riche dans sa dimension historique et concrète. Et donc, l'aridité conceptuelle de mon exposé est en quelque sorte tempérée par anticipation. Alors, ma question est une question qui porte sur un élément structurel du rapport du travail à la politique. Une observation a été faite tout à l'heure par Bertrand sur le rapport aux valeurs et à la nécessité de délimiter des conceptions différentes des valeurs. Ce que je vais essayer de dire permettrait peut-être de comprendre pourquoi, aujourd'hui, cette délimitation est brouillée. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aller vers les éléments de structure. Qu'est-ce qui verrouille, justement, notre capacité à nous ouvrir, notre capacité à avoir un horizon de vie qui ne soit pas celui dans lequel nous sommes. Alors ce point de structure, il porte, je le disais, sur le travail, le rapport du travail à la politique. C'est plus exactement la question de comment la politique transforme le travail. Et comment le travail, la mutation du travail que l'on connaît depuis une trentaine d'années, 30-40 ans, n'est pas une transformation simplement managériale qui se situe au niveau organisationnel, mais c'est une transformation qui est véritablement de l'ordre de la politique. Tant et si bien que la question du travail aujourd'hui n'est pas, me semble-t-il, simplement une question de santé ou de santé publique. Bien sûr, c'est une question de santé publique. Mais elle n'est pas simplement une question de santé publique. La question du travail soulève deux autres questions tout à fait essentielles, me semble-t-il, là encore, peut-être capitales. La question de notre rapport à la démocratie. Sommes-nous encore, dans cette séquence historique qui est la nôtre, dans un système démocratique? Je crois qu'aujourd'hui, il est légitime de se poser cette question. Donc, d'une part, la question de sommes-nous encore dans un système démocratique quand on voit ce qui se passe dans le travail. L'autre versant, l'autre question, l'autre dimension, elle concerne ce que je pourrais appeler la dimension de la vie, ou, si vous préférez, la dimension de la réalité. Ou, pour être un peu plus concret, elle concerne la consistance des relations que les hommes entretiennent entre eux et qu'ils entretiennent avec les choses, aussi bien dans le monde du travail que dans le monde commun. Donc, quelle est cette question, quelle est cette dimension, quel est ce point de structure qui nous permettrait de nous interroger sur la relation de la démocratie à la réalité, de la démocratie à la vie? J'anticipe un peu sur ce que je vais dire. Cette question, elle concerne le fait que dans les relations de travail, ce qui a été touché, c'est un point sensible
qui est celui du corps. Jamais, je crois, jamais l'organisation du travail n'est allée aussi loin dans la prise sur le corps, dans la conquête du corps. Et pour y arriver, elle a dû mettre en place un dispositif qui est celui de la capture de la subjectivité humaine. Pour arriver à toucher le corps, comme on ne l'a jamais touché auparavant, dans le travail, et sans doute ailleurs aussi, il aura fallu capturer la subjectivité humaine. Je crois, j'en suis sûr, qu'on ne peut pas approcher nos questions, la question de la fonction publique et la question de ce qui s'est transformé dans la fonction publique, si on ne passe pas par ces questions de prise sur le corps et de capture de la subjectivité humaine. C'est pourquoi je crois qu'il est absolument indispensable qu'aujourd'hui, les juristes, d'une manière générale, ceux qui rendent le droit, mais aussi la doctrine, il me semble que les juristes devraient se pencher un peu plus sur la question de l'objet du travail, l'objet du contrat de travail. Est-ce que l'objet du contrat de travail, qui est toujours le même, en gros, est-ce que l'objet du contrat de travail est encore le même après toutes les transformations qu'a connues l'organisation du travail? Est-ce qu'on peut continuer à croire que c'est simplement un échange entre un salaire et un travail, un salaire et la force de travail? Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de vendre son travail? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de vendre sa force de travail? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que le travailleur apporte dans le travail et qu'est-ce qu'on lui prend? Voilà, c'est ça mes questions. Et encore une fois, je m'excuse à l'avance du caractère peu abstrait de ma démonstration, mais là encore, je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de ce passage par l'abstraction pour arriver à toucher les éléments stratégiques qui pourraient nous permettre, peut-être, d'envisager d'ouvrir l'horizon qui nous semble fermé depuis si longtemps. Alors, je considérerai cette question de la prise des corps et de la capture de la subjectivité à partir d'un cadre qui est celui de l'espace. L'espace de la société, l'espace de l'entreprise et l'espace de l'individu. Et j'essaierai de montrer comment les lignes de partage de l'espace de la société, de l'espace de l'entreprise et de l'espace de l'individu, eh bien ces lignes ont été transformées depuis qu'on est passé de l'usine à l'entreprise. Donc, affaire d'espace. La question politique est une affaire d'espace. Et la question politique, je crois, ne peut pas se déployer sans la transformation de l'espace et sans la transformation des rapports que les espaces entretiennent les uns avec les autres. L'ensemble du dispositif mis en place par l'organisation du travail et soutenu par l'État, s'appuie sur l'idée selon laquelle l'usage du corps est désormais délivré des pesanteurs de l'ancienne organisation et remis aux sujets eux-mêmes. On prétend, depuis quelques années, que l'usage du corps est remis aux sujets eux-mêmes dans le travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que la notion d'autorité a été mise en avant très souvent dans la mise en représentation du travail. Or, cette restitution ou prétendue restitution aura, au fond, ouvert aux directions d'entreprise un espace
qu'il aurait été resté fermé jusque-là l'espace intime de l'individu, celui dans lequel se tient la relation du sujet à son corps. Cette relation du sujet à son corps qui restait jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, une relation qui appartenait à l'individu, eh bien l'organisation du travail qui a été mise en place l'a ouvert cet espace. La logique du pouvoir de l'entreprise est entrée dans l'intimité même de l'individu. Nous avons coutume, parlant de la globalisation, de mettre l'accent sur l'expansion de l'entreprise dans le monde. Il est remarquable que rien ne soit dit sur cette autre expansion ou extension sans laquelle la première n'aurait pas eu lieu et qui concerne l'espace interne de l'individu engagé dans le travail, jusque-là considéré, cet espace de l'individu, considéré comme un sanctuaire dont la protection était garantie par les institutions. On n'allait pas toucher à l'individu, on n'allait pas toucher au rapport qu'entretenait l'individu avec son corps. C'était son affaire à lui. Et vous savez bien que dans l'usine, les prescriptions qui étaient imposées aux travailleurs passaient nécessairement par le sujet. Et c'est le sujet qui recevait la prescription et qui la transmettait, si je puis dire, à son propre corps. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ce corps a été livré, n'est-ce pas, à l'entreprise? Cette expansion d'un type nouveau a pour effet un bouleversement de la perception de la répartition des lignes de partage quadrillant l'espace avec une délimitation inouïe des champs d'action respectifs de la direction et des salariés. Tout a changé dans cette relation-là avec cette transformation de l'organisation du travail. Une première grande ligne sépare deux champs rigoureusement déterminés qui sont les suivants. Le premier champ est celui où la direction et les salariés sont en relation. Le second champ est celui où le salarié, en tant que sujet, entre en relation avec son corps. Et il faut tenir les deux. Dans ce cadre inédit, le premier champ, celui du rapport entre la direction et les salariés, se caractérise par le fait que la direction et les salariés sont supposés s'intégrer dans un même plan, la restitution de ces derniers ou à ces derniers de l'usage de leur corps en ferait d'eux, en quelque sorte, les égaux des représentants de l'employeur, le plus souvent des actionnaires, des égaux de la direction. On serait entré dans une espèce d'univers où salariés et direction seraient constitués de gens qui seraient égaux. Vous savez que pendant longtemps, on a vécu sur l'idée, juste d'ailleurs, qu'il y avait une asymétrie entre les deux. Et c'est grâce d'ailleurs à cette idée d'asymétrie qu'un droit du travail et un droit social a pu être historiquement constitué. L'espace en question serait donc un espace d'intégration de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, fondé sur des relations de bonne intelligence, voire de camaraderie. Vous voyez tout de suite là que lorsque on entre dans ce type de représentation, dès l'instant où vous avez recours à un langage qui met en avant les antagonismes sociaux, vous paraissez comme étant archaïque et peu moderne. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut aller au-delà, regarder quelle est la structure qui permet justement à ce discours de tenir. On n'a pas hésité dans certaines entreprises à encourager les formes de comportement qui pouvaient susciter la perception de cette incorporation, de cette intégration de la direction et des salariés, parmi lesquels je fais référence à celle que vous connaissez tous et qui est un peu risible aujourd'hui, qui est celle de tutoiement. On est passé par une période que vous avez connue dans laquelle il fallait se tutoyer, autrement on était ringard. Malgré la symétrie entre employeurs et salariés, entre direction et salariés, inscrite dans le contrat de travail, l'organisation ne s'intéresserait plus qu'à des sujets égaux dont les conflits
évidemment encore envisageable, malgré l'intégration dont je viens de parler, dont les conflits ne sauraient se manifester autrement qu'entre des personnes. Voilà. La transformation structurelle a permis de substituer au conflit entre des ensemble des salariés, représentés par différents syndicats, peu importe, hein, et la direction de l'autre côté. À ces conflits-là, on a, grâce à cette transformation structurelle, mis en avant les conflits de personnes. Même la question du suicide, qui a été mise en avant assez souvent ces derniers temps, et qui paraissait être une voie par laquelle on pouvait rejouer la question des conflits sociaux, paraît mise en question par le fait que, par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé récemment que le harcèlement moral peut être le fait d'un subordonné à l'égard de son supérieur hiérarchique. Il y a eu un cas comme ça où les choses se sont passées, si j'ose dire, à l'envers. Et où donc la voie du suicide, de la dépression, etc., du stress, etc., qui nous paraissait être la voie possible d'un redéploiement de la revendication syndicale, eh bien cette voie me semble compromise, en partie. Les nouvelles relations dans l'entreprise, caractérisées, pourrait-on dire, par l'amitié entre les classes ou entre les catégories sociales, plus encore que par leur disparition, les nouvelles relations dans l'entreprise se construisent donc à partir d'une opération de réduction qui efface en quelque sorte les raisons de l'ancienne inimitié en métamorphosant les salariés en employeurs d'eux-mêmes. Ils sont devenus des employeurs à travers le fait qu'ils seraient les employeurs d'eux-mêmes, leur corps constituant un capital à fructifier. C'est bien parce que tous les acteurs sont ici considérés du point de vue de leur qualité générale d'employeurs qu'ils sont supposés entretenir entre eux des rapports d'où la dimension collective aura été effacée. Seules les relations individuelles seraient prises vraiment en compte. Les conflits personnels et les relations amicales remplaceraient donc les antagonismes ou les compromis qui avaient marqué l'ancienne époque, où prévalait une autre organisation du travail. Au-delà de cette première ligne essentielle, il se déploie un autre champ investi par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. Dans ce champ, une autre ligne vient se dessiner, celle qui sépare chaque personne ou chaque sujet de son corps. Cette ligne-là, encore une fois, n'existait pas. La ligne de séparation du sujet et de son corps n'existait pas. Jamais le corps d'un travailleur n'a été représenté par ce travailleur comme un objet ou une propriété exploitable. Même dans le cadre du taylorisme, même dans le cadre de la division scientifique et technique du travail. Une telle séparation du sujet et du corps est l'expression de la nouvelle condition d'employeur qui place les salariés en situation de se comporter vis-à-vis de leur corps comme s'il était un capital à fructifier. Or, cette séparation s'effectue à l'intérieur de l'individu, nécessairement selon une modalité qui se dérobe ou qui la dérobe, cette séparation, une modalité qui la dérobe aux considérations juridiques, lesquelles considérations juridiques ne sauraient atteindre un espace de cet ordre, un espace intime de cet ordre, un espace invisible, un espace voilé, un espace dissimulé, un espace qui se dérobe. Et je vous le dis tout de suite, la lutte des classes n'a jamais disparu. La lutte des classes, quand on ne la voit pas, la seule question légitime qu'on doit se poser, c'est où est-elle passée? Où est-elle passée? Pas disparue. On n'est pas ringard quand on parle de lutte des classes. La question c'est
qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment peut-elle être escamotée? Où se cache-t-elle? Eh bien, elle se cache à l'intérieur de l'individu. Elle a glissé à l'intérieur de l'individu, l'individu qui se trouve, n'est-ce pas, dans son rapport avec son corps, comme s'il était l'employé de son corps. À l'intérieur de chaque homme, la confrontation du sujet, désormais porteur de la logique de pouvoir, et ce point est décisif, le sujet est désormais porteur de la logique de pouvoir, qui auparavant, logique de pouvoir, n'était portée que par la direction d'entreprise. Désormais, c'est le sujet lui-même qui porte la logique de pouvoir en lui-même et qui se trouve confronté à son corps de manière à ce que cette confrontation se passe à huis clos, à distance du tiers juridique. Lorsque la logique du pouvoir était une logique dans laquelle se trouvaient en confrontation la direction et les salariés, le droit venait médiatiser cette relation. Lorsque la relation de pouvoir glisse à l'intérieur de l'individu et que le sujet devient l'employeur de son propre corps, alors la demande qui est formulée par le sujet au corps n'est médiatisée par aucun tiers. Aucun tiers. Il apparaît ainsi que, contrairement au taylorisme, où l'antagonisme n'était pas dénié, mais métabolisé par le droit, dans le même temps que dans le travail lui-même, la pensée du travailleur, pourtant empêchée par l'organisation taylorienne du travail, la pensée du travailleur trouvait à s'actualiser à travers l'activité. Le système actuel prétend éliminer cet antagonisme. En vérité, ni la dénégation de l'antagonisme, ni le dispositif mis en place pour l'effacer n'en viennent à bout. L'antagonisme ne disparaît pas, il glisse dans l'individu, porté en ce point par le dispositif même qui espérait l'effacer en faisant du salarié l'employeur de lui-même. La constriction ou la compression de l'antagonisme ne le réduit pas, mais le conduit à se manifester sous la forme de conflits subjectifs entre des personnes supposées égales, et à l'intérieur de chaque individu, l'antagonisme se manifeste à l'intérieur de chaque individu, où il prend la forme d'une exploitation du corps, mais d'une exploitation inouïe, d'une exploitation indéfinie, c'est-à-dire qui n'est pas limitée dans le temps, et absolue. Et absolue. On ne comprend pas ces affaires d'intensification dans le travail si on ne passe pas par ça. Si on considère que c'est seulement le manager qui est méchant et qui nous pousse au travail, alors on rétablit l'ancienne représentation, bien sûr, de la lutte. Mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, ça ne marche pas parce qu'on a oublié une médiation tout à fait essentielle, et qui est la médiation de l'homme au travail lui-même, qui est mis en situation de prendre en charge la logique du pouvoir de l'entreprise. En somme, la pression exercée sur l'antagonisme, l'ancien antagonisme, la volonté de le refouler, aboutit à une sorte de déploiement d'un véritable état de nature, une sorte de barbarie, un état de nature, déploiement d'un état de nature dans l'intimité même de l'homme engagé dans le travail. Si on veut comprendre quelque chose aux dépressions, quelque chose au suicide, il faut passer par justement cet antagonisme. Les contradictions à l'intérieur de l'individu ne sont pas des contradictions simplement psychiques, c'est des contradictions sociales qui prennent la forme de contradictions psychiques. C'est dans ce contexte que l'État prétend continuer de jouer le rôle de tiers en réglant les litiges entre les personnes. L'État, qui garantissait justement l'indisponibilité du corps et donc la liberté de l'individu, eh bien l'État se soustrait à cette responsabilité de garant de la liberté de l'individu
puisqu'il laisse maintenant l'organisation du travail soumettre les travailleurs à cette division du sujet et du corps. L'État abandonne l'une de ses fonctions essentielles, qui est celle de la garantie de la liberté dans le travail, mais pas la liberté de la liberté économique, la liberté de l'homme sur lui-même, c'est-à-dire la souveraineté de l'homme sur lui-même, ou on pourrait employer un troisième terme, la dignité de l'homme. Liberté, souveraineté, dignité ont le même sens dans ce cas précis. Eh bien, cela, l'État l'a abandonné. Et vous comprenez pourquoi je pense qu'il est légitime de se poser la question de savoir si, dans la séquence historique dans laquelle nous sommes, eh bien, nous pouvons encore dire que nous sommes en démocratie. L'État peut assurer et protéger la souveraineté de l'homme sur lui-même dans le même temps qu'il laisse s'organiser dans le travail l'affaissement du lien de vie que doivent entretenir le sujet et le corps afin de soutenir la réalité de cette souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté de l'homme sur lui-même si l'organisation du travail sépare le sujet de son corps et le place en situation d'exploiter son corps pour le compte de l'entreprise. On ne peut pas parler. C'est que cette formule a été, avancée comme étant une émancipation de l'homme, puisqu'on redonnait à l'homme un pouvoir sur son corps, donc cela a été présenté comme une émancipation. En vérité, pas du tout. C'est bien le contraire dont il s'agit. Ainsi qu'il apparaît, l'espace se divise en deux, selon une perspective nouvelle. L'espace de l'entreprise, désormais considéré comme un lieu habitable, on savait avant que l'usine n'était pas un lieu habitable, que c'était le lieu du dur labeur. Aujourd'hui, on considère que l'entreprise est un lieu habitable, perçu non pas comme séparé du monde, comme l'usine l'était, mais comme situé dans son prolongement. L'antagonisme ne s'y manifesterait plus, disais-je. Il y régnerait la paix, voire la concorde, puisqu'il s'agit pour ces acteurs, les acteurs de l'entreprise, de collaborer à une œuvre commune. Les règles qui régissent les relations entre les personnes seraient donc tendanciellement dans le prolongement de celles du monde extérieur, puisque c'est des relations entre personnes, donc entre l'entreprise et le monde extérieur, il n'y aurait plus, n'est-ce pas, d'opposition, de contradiction. Nous serions, depuis quelques années, dans le même monde, dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc vous voyez comment il ne suffit pas de dire démantèlement du droit du travail, du droit social, etc. D'abord, il faut passer par cette idée que précisément l'entreprise n'est plus le lieu de la soumission. Si elle n'est plus le lieu de la soumission, elle est un lieu comme un autre. Alors pourquoi un droit du travail spécifique? Pourquoi un droit spécifique comme le droit du travail? Les règles qui régissent les relations entre les personnes seraient donc tendanciellement dans le prolongement de celles du monde extérieur, de sorte qu'il serait devenu difficile de soustraire l'entreprise au monde. La frontière qui l'a séparée de l'extérieur ne paraissant plus avoir de raison d'être. On parle de porosité, alors porosité entre l'entreprise. Mais quelle porosité? De quelle porosité on parle? C'est un alignement de l'entreprise sur le monde extérieur. Quelle porosité! En revanche, l'individu se trouve en rupture par rapport à l'espace réglementé de l'entreprise. L'espace réglementé de l'entreprise doit être réglé comme le monde de l'extérieur, mais l'individu lui-même est séparé de cet espace réglementé. Il est transformé, l'individu, transformé, l'homme au travail, il est transformé en territoire livré à la logique du pouvoir. Quand on savait que l'usine était un lieu spécial, elle n'était pas livrée à la logique du pouvoir. Il pouvait y avoir des représentants des travailleurs qui pouvaient défendre les intérêts des travailleurs contre ceux de la direction. Pour trouver des compromis, il ne s'agit pas de... Eh bien, aujourd'hui, l'homme au travail, les hommes au travail sont considérés comme des territoires
livré à la logique du pouvoir. Souvenons-nous qu'à l'époque du taylorisme hégémonique, c'est l'usine qui constituait le dehors ou l'extérieur. L'intérieur, quant à lui, était de deux ordres. L'intérieur mondain, constitué de tout ce qui se situait à l'extérieur de l'usine, et puis l'individu lui-même, en tant qu'il ne pouvait pas être soumis purement et simplement à la logique de la maîtrise, de la réduction à la machine, et qui, en cela, constituait un véritable dedans qui, malgré son inscription dans la division du travail, continuait d'appartenir à un horizon étranger à la logique du pouvoir. Il y est échappé. Il échappait à la logique du pouvoir par le droit du travail et il échappait par sa capacité de création dans le travail, c'est-à-dire sa capacité d'activité, d'incliner vers l'activité. La tâche, l'exécution de la tâche s'imposait à lui, mais il arrivait à réagir parce qu'il avait justement sa souveraineté, une souveraineté sur son propre corps, il arrivait à réagir dans le cadre de l'activité en allant du côté de la création. Alors, la création, c'est toujours une création collective dans le travail. C'est toujours un rapprochement des hommes entre eux et c'est un rapprochement des hommes et des machines. C'est ça que j'appelle la vie, c'est ça que j'appelle la réalité. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est mis en question dans le travail. Nous sommes aujourd'hui placés dans une sorte de retournement où c'est le salarié qui constitue le dehors de l'entreprise. Encore une fois, auparavant, c'était l'usine qui constituait le dehors de l'individu, lequel se situait dans la continuité avec le reste du monde ou de la société. En somme, l'entreprise s'exclurait du domaine de la domination ou de l'assujettissement. Le glissement dans l'individu de la ligne de démarcation entre le sujet et le corps, porteuse de l'antagonisme, n'est évidemment pas déclaré. Il s'agit, nous dit-on, de remettre au sujet l'usage de son corps, il s'agit d'autonomiser le travailleur, etc. Donc, le glissement de cette logique du pouvoir à l'intérieur de l'individu n'est pas déclaré. L'opération est pour ainsi dire clandestine. Elle est affaire de contrebande. Seule sa représentation, la représentation de ce glissement de la logique dans l'individu, sa représentation sous la figure d'une restitution au sujet de l'usage de son corps est affichée, ce qui permet à ses promoteurs de revendiquer une opération de désaliénation ou d'émancipation. C'est-à-dire que le fait de soumettre de manière absolue le travailleur à la logique du pouvoir est présenté comme étant le moment de son émancipation. Le travailleur doit voler de ses propres ailes. La restitution, donc, apparente aux salariés de l'usage de soi le place en situation de s'imaginer être en mesure de donner de la consistance au principe d'indisponibilité du corps, donc au lien du sujet et du corps, selon un mouvement de l'activité qui accroîtrait la puissance de son corps. Dans les faits, il s'impose, le travailleur, on le met en situation de s'imposer une séparation, pour ainsi dire, définitive du sujet et du corps, c'est-à-dire une séparation par rapport à la question de la souveraineté, de la dignité et de la liberté. Le corps devient, dans cette nouvelle organisation, enfin entièrement disponible pour l'entreprise. Donc, vous voyez, si on pense la mondialisation, l'expansion dehors de l'entreprise, en dehors, c'est-à-dire vers le monde, il faut d'abord penser, pour comprendre cette expansion dehors du monde, son expansion à l'intérieur du travailleur lui-même. C'est ça la clé de la mondialisation, en tous les cas de l'expansion du capital contemporain. Dans ces conditions, la volonté du sujet, consacrée par le contrat, est annihilée par le dispositif particulier
qui fait passer le glissement de la logique de pouvoir dans l'individu pour une restitution, soi-disant, libératrice de l'usage de soi. Nous ne confondrons donc pas la volonté du sujet, avec la volonté du pouvoir dans le sujet. Aujourd'hui, le sujet n'est pas conçu simplement comme une volonté. Encore une fois, dans le passé, grâce à cette volonté, le sujet pouvait aller dans une logique d'activité, de création. La logique du pouvoir est autre chose. C'est une logique qui va formuler une demande absolument terrible au corps. Et le corps ne peut pas suivre ce mouvement. À l'intérieur du sujet, la relation de pouvoir peut continuer de se développer dans une perspective proprement, allez, je vais dire le mot, despotique. Le pouvoir de l'entreprise dans l'individu, puisqu'il n'est pas tempéré par le droit, est devenu un pouvoir despotique. Dans la mesure où il n'est pas tempéré par le droit, comme je viens de le dire, qui n'a pas accès à l'intérieur ou à l'intimité de l'individu. Le droit peut porter sur les effets de cette structure, mais il ne porte pas sur la structure elle-même. Et il est bien embarrassé, le droit. Il apparaît ainsi qu'à l'intérieur de l'individu, le pouvoir s'exerce sous la forme d'un acte brut, un fait brut, qui ne se soumet plus à aucune règle. Par conséquent, ce qui se passe dans l'individu reste de la discrétion du sujet décomplexé, du sujet qu'on voudrait décomplexer, du sujet réaliste, du sujet qui doit comprendre où sont ses intérêts, du sujet décomplexé soumis à une logique de pouvoir illimitée, un sujet qui adresse une demande indéfinie à son corps sans être inquiété. Une thèse largement admise, en particulier en sciences sociales, met l'accent sur la situation du marché de l'emploi afin d'expliquer la position défensive dans laquelle se trouvent les salariés et les syndicats depuis quelques décennies, qui expliquerait aussi leur soumission, la soumission des salariés, supposés dociles, à un management qui se caractériserait par sa tendance à faire un usage abusif de la contrainte. Autrement dit, les salariés seraient placés dans une situation qui leur ferait accepter des conditions de travail difficiles dont profiteraient les directions d'entreprise. Il serait donc entendu que les salariés se livreraient à l'organisation du travail selon une modalité qui ne dérogerait pas, au fond, à la rationalité taylorienne. Le marché du travail étant ce qu'il est, les salariés ont intérêt, pour garder leur travail, à travailler plus, quoi, en gros. Je voudrais dire ça. Il y aurait comme une servitude volontaire qui découlerait de la pression objective du marché de l'emploi. Rien ne justifierait la condition faite aux travailleurs, sinon cette sorte de désarmement auquel ils sont réduits, incapables de renverser en leur faveur la loi de l'offre et de la demande dans le domaine de l'emploi. Cette thèse, par l'emploi, cette thèse, elle omet deux choses. D'une part, le fait qu'il ne peut y avoir de mobilisation dans le travail sans une capture subjective des hommes. Il ne suffit pas qu'il y ait pression par l'emploi. Il peut y avoir pression par l'emploi, on descend dans la rue. Si on continue à travailler, c'est qu'il y a cette dimension absolument essentielle de la capture subjective des hommes. D'autre part, le fait que ce qui est en jeu dans ce cadre, c'est une saisie des corps d'un type nouveau. Je l'ai dit dès l'introduction,
d'un type nouveau. L'homme ne travaille plus depuis 20, 30 ans, ne travaille plus comme il travaillait avant. L'homme n'engage plus son corps de la même façon aujourd'hui qu'il l'engageait hier. C'est pour ça, encore une fois, j'invite mes collègues juristes à se pencher encore plus qu'ils ne le font sur la question de l'objet du contrat de travail. Le glissement de la logique du pouvoir dans l'individu transforme le sujet en agent de ce pouvoir et le corps est transformé en une réserve indéfiniment exploitable. Vous voyez, ce n'est plus le corps instrument, comme on se l'imaginait, le corps instrument que l'on rêvait, que certains rêvaient de remplacer par une machine. Le corps est supposé être devenu une sorte de fond ou de gisement renouvelable. Les formations, d'ailleurs, qui sont prisées et qui sont importantes, servent beaucoup à cela. À côté d'Internet, à côté de toutes les techniques d'information et de communication, servent à renouveler les ressources de ce corps gisement. Vous voyez que le statut du corps doit être absolument repensé. On ne peut pas continuer à croire qu'on n'a pas touché à cette chose absolument considérable qui est le corps des hommes. Faire comme si les choses étaient... Non. Le corps est exploitable sous cette modalité-là parce qu'il est totalement mis à découvert. Par qui? Par un sujet qui lui est intimement relié. Ce que jusque-là aucune hiérarchie n'avait envisagé. Quand il y avait des contremaîtres, le contremaître pouvait, n'est-ce pas, mettre en place un dispositif de discipline afin que les corps n'échappent pas au travail. Mais c'était une contrainte extérieure. Quand vous construisez une organisation qui fait de vous celui qui contraint le corps, où le corps peut-il se cacher? Nulle part. Nulle part. Il ne peut pas vous échapper, à vous, qui êtes le relais, qui êtes devenu le relais, vous, nous, tous, qui sommes devenus les relais de la logique de pouvoir dans le travail. La situation de l'emploi ne peut à elle seule expliquer l'implication des sujets dans la logique mise en place par l'organisation. Elle ne peut expliquer le caractère indéfini et despotique de la demande adressée au corps. C'est encore la transformation des sujets en instances susceptibles d'exercer un pouvoir sur leur propre corps qui fait de la concurrence entre les salariés un jeu efficace. Il ne suffit pas de dire ils ont mis en concurrence les salariés. Mais enfin, ils ont mis en concurrence les salariés. La question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi les salariés sont-ils obligés de jouer le jeu? C'est ça la vraie question. On a toujours essayé de mettre en concurrence les travailleurs, mais on n'y arrivait pas. Pourquoi aujourd'hui on y arrive? Pourquoi cette défection du collectif? Pourquoi cette défection de la représentation syndicale? C'est encore la transformation des sujets en instances susceptibles d'exercer un pouvoir sur leur propre corps qui fait de la concurrence entre les salariés un jeu efficace, les rendant dans le même temps sensibles à la loi du marché de l'emploi. C'est l'inverse. Autrement dit, cette loi ne produit ses effets que dans la mesure où les salariés ont été réduits à des espaces dans lesquels la logique du pouvoir ou de pouvoir a pris ses quartiers. La logique de pouvoir a pris ses quartiers dans l'individu lui-même. Ce n'est pas le renforcement de la servitude volontaire, comme le prétend parfois. Ce n'est pas le renforcement de la servitude volontaire qui rend possible la demande indéfinie et absolutiste adressée au corps, mais le sujet, devenu une sorte de cheval de Troie, installé à l'intérieur de ce qui était jusque-là demeuré une citadelle imprenable. Le travailleur, c'était une citadelle imprenable malgré toutes les contraintes
travailleur de l'usine était lui-même une citadelle imprenable. Ce n'est pas le renforcement de la servitude volontaire qui rend possible la demande indéfinie et absolutiste adressée au corps, mais le sujet, devenu une sorte de cheval de Troie, installé à l'intérieur de ce qui était jusque-là demeuré une citadelle imprenable, en l'occurrence l'intérieur même de l'individu. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Demande d'intervention au deuxième rang. Christian, ça en fait 2. Christian, tu commences. Oui. Merci beaucoup pour ces propos inhabituels dans ce type de lieu, sur ces propos passionnants, passionnés. Moi, j'y trouve un écho par rapport à des questions qu'on se pose souvent, qui est de dire, mais pourquoi les agents ne bougent-ils pas? Pourquoi est-ce que nos adhérents ne bougent-ils pas? Je me souviens aussi qu'en ces lieux, ici, Francis Meyer était venu nous parler de l'anthropologie du droit, et il disait que le corps n'était pas représenté dans le droit. Et tu viens peut-être nous dire que cette absence n'est pas innocente, puisqu'elle peut faire l'objet de toutes les manipulations. On apprend que le corps, plus que jamais, est devenu une ressource humaine inépuisable et à renouveler. Mais surtout, tu viens nous rappeler aussi, tu viens transformer radicalement la question de la soumission volontaire, telle qu'on nous la pose, qu'on nous l'impose parfois, avec une perspective radicalement différente où l'homme pourrait se libérer lui-même. Alors, trois petites questions par rapport à ça. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que c'est important d'aller plus loin. Quelles sont, selon toi, les conditions de cette libération dans le monde du travail? Quels pourraient être aujourd'hui les tiers sur qui il serait possible de s'appuyer pour aller vers cette libération? Et enfin, est-ce que tu penses que les valeurs du service public peuvent, surtout envisagées du point de vue de la citoyenneté, peuvent nous aider à avancer sur ce chemin? Vas-y. Bonjour. Mes questions rejoignent celles de Christian. Comment départagez-vous les mécanismes de la servitude volontaire de ce mécanisme que vous mettez en avant, à savoir le sujet lui-même contraignant son corps? Je ne vois pas très bien la différence au niveau des mécanismes et bien évidemment quelle possibilité de résistance par rapport à ça. Tu peux y aller. Hein. Merci. Ah, je peux y aller? Pardon. Ouais, merci. Merci. Alors, c'est des questions difficiles que vous me posez. Des questions difficiles dans la mesure où ce à quoi j'invite, c'est à une précision de ce que j'ai appelé les points cruciaux, stratégiques, les points qui verrouillent la situation. Et on n'en est qu'au début de cet éclaircissement des choses. Alors sauter de ce début aux solutions, évidemment, c'est une opération périlleuse. Je ne cherche pas à me défausser sur d'autres, mais aucun intellectuel, aucun expert, aucun universitaire comme moi n'a les solutions. Les solutions viendront des travailleurs eux-mêmes, des syndicats, des gens qui sont dans l'arène politique, en résonance avec ce que, enfin en tous les cas je l'espère, avec ce que je dis, avec ce que d'autres disent. Mais ce n'est pas moi qui peux dire, voilà, là, voilà ce qu'on peut faire.
Je crois que les éléments qui ont été donnés tout à l'heure sur la fonction publique, sur son histoire, etc., sont des éléments qu'il faut prendre en compte justement pour retravailler la question que j'ai développée conceptuellement. Mais encore une fois, je ne me dérobe pas, hein, c'est véritablement ce que je pense. Je pense que je fais mon travail en faisant ce que je fais, en vous le présentant, en espérant que ça fasse résonance avec vos propres préoccupations, le souci que vous avez dans le travail, dans la pensée du travail que vous avez, et que le traitement des questions qui se posent à nous est un traitement qui sera commun. Si quelqu'un, sur une tribune, vous dit « voilà comment il faut faire », méfiez-vous, hein, ça, je vous invite à ça, méfiez-vous. Hein. Personne n'a cette clé. Hein. Mais ce n'est pas parce que personne n'a cette clé qu'il n'y a pas de clé, puisque ce que j'essaie de faire, ce que les collègues essaient de faire, essaieront de faire, j'en suis sûr, c'est justement de montrer où, n'est-ce pas, le verrouillage se fait, par quel mécanisme, etc. Je réponds un peu à tes préoccupations, même si je sais que c'est frustrant. Hein, Le tiers doit rester institutionnel. Le droit doit jouer un rôle de premier plan. Mais le droit, comme je le disais, doit se questionner. Quand je dis mes amis, mes collègues juristes doivent repenser la question de l'objet du contrat, eh bien, c'est que le tiers a du mal à fonctionner comme tiers. Mais si le droit, en tant que tiers juridique, a du mal à fonctionner comme tiers, le tiers étatique, malheureusement, n'a pas de mal à fonctionner en dehors de sa fonction de tiers. Il a choisi de se situer en dehors de la fonction de tiers. Et c'est ça peut-être qui est dramatique. Ce qui est dramatique, ce n'est pas que l'État ne joue plus son rôle. Ce qui est dramatique, c'est que l'État ne joue plus son rôle sans se questionner sur les effets de ce déplacement. Vous comprenez ? Que l'État se dise « c'est plus possible de continuer comme avant », on peut le comprendre. Mais que l'État arrête de fonctionner comme avant, se dissout en tant qu'État, en tant que garant de la liberté et de l'égalité dans le travail, par exemple, qui se dissolve de cette façon-là, sans s'inquiéter le moins du monde des effets absolument considérables sur la vie des hommes, des effets sur l'institution démocratique elle-même. Voilà qui n'est pas admissible pour le tiers. La servitude volontaire, ce sur quoi, c'est pas tellement qu'il ne faille pas aller chercher du côté de la Boétie ou qu'il ne faille pas utiliser l'expression elle-même, ça m'est égal. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que la capture de la subjectivité humaine n'est pas affaire de bourrage de crâne. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que c'est une affaire de structure et que cette structure touche à l'organisation du travail. Et que la coquetterie qui consiste à dire servitude volontaire, n'est-ce pas, avec l'ornement, hein, on fait référence à de la Boétie, Étienne de la Boétie, bien ça, je crois que ça ne nous mène pas très loin. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un divertissement. Hein, ça peut être un divertissement. Un divertissement au sens aussi hein, d'un déraillement. Et qu'il faut aller, n'est-ce pas, au scalpel, voir ce qui se passe dans l'organisation du travail. Le management ne doit plus être, me semble-t-il, je suis un peu normatif, vous m'en excuserez, ne doit plus être une espèce de mot fétiche qui expliquerait tout. Qu'est-ce qui se passe avec le management d'aujourd'hui dans l'organisation du travail et qui touche à des choses essentielles ? À des choses essentielles, quand je vous dis que c'est la souveraineté de l'homme sur lui-même qui a été touchée, mais c'est une chose considérable. Il n'y a pas que les bioéthiques, il n'y a pas que la greffe des organes, il n'y a pas que la traite qui a rapport avec le corps. Le travailleur a toujours eu, l'organisation a toujours eu affaire avec le corps des travailleurs. Mais les travailleurs ont toujours su se défendre jusqu'à cette nouvelle organisation du travail. Aujourd'hui, ils sont dessaisis de leur capacité à se défendre.
S'il te plaît, j'ai encore 2 questions là en salle. Vas-y. Oui, Philippe Vorkofer pour la Fédération CGT Service Public. Je vais tâcher de trouver les beaux mots dans cette captivité, de cette subjectivité, mais dans ton intervention, tu parles de cette relation directe dans l'entreprise, dans ce monde de l'entreprise, et ce transfert-là sur les salariés. En l'occurrence, quand il s'agit de fonctionnaires, quand il s'agit de ces notions de politique publique, de RGPP qui arrivent, qui minent, qui gangrènent et qui finit par tuer, effectivement, là, on maîtrise toute cette violence que les agents peuvent avoir en eux et qui peuvent se retourner sur eux-mêmes. Et là, peut-être qu'effectivement, on ne maîtrise pas à quel point ces politiques publiques, si dès lors nous ne réussissons pas à mettre en place ce rapport de force et cette maîtrise sur le travail, sur l'ensemble des situations de travail, effectivement, on pourrait imaginer à quel point ça pourrait être destructeur pour l'ensemble des agents de la fonction publique. Bertrand. Quelqu'un d'autre dans la salle? Vas-y. Oui, tu posais la question un petit peu, peut-être sous forme de provoque, où est passée la lutte des classes? Si j'ai bien compris le sens de ton intervention, la lutte des classes, elle s'est diluée en chacun d'entre nous, à quelque part. Dire donc très complexe, et ça explique peut-être mieux aussi pourquoi aujourd'hui les mots syndicaux touchent moins qu'ils ne touchaient à une époque. Donc ça demande peut-être de réorienter le discours syndical. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on ne parle plus d'exploitation, mais on parle de collaboration. Alors, pour trouver les justes mots, et si j'ai bien compris, il faudrait donc s'adresser à l'individu plus qu'au collectif. Et en rentrant dans cette démarche-là, est-ce qu'à l'inverse, on va recréer les conditions de la lutte des classes telles qu'on la connaissait, ou au contraire, on va amplifier l'individualisation des gens? Il y a encore une question là-bas, et puis tu peux répondre après. Oui, je voudrais faire quelques petites observations là. En 1980, je crois, un ouvrage de Christophe Dejour sur le travail, et puis je voudrais faire le lien avec Yves Clos, où en fait, il était interpellé par des militants de la CGT. Je suis moi-même militant de CGT depuis les années 77, et on lui rétorquait, quand il parlait de la question du travail, on lui rétorquait la question de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas entrer en tant qu'engagé militant sur qu'est-ce que le travail, comment le travail, pourquoi le travail, qu'est-ce que je fais avec. Aujourd'hui, on voit que 20 ans, 30 ans après, je suis toujours militant au CGT, je me suis arrêté, je suis revenu. Bref, j'ai dû mettre au travail ce travail-là depuis un certain temps. Et, bon, pour vous rejoindre un petit peu de façon rapide comme ça, sur la question de la clinique du travail, la clinique de l'activité. Et Yves Clos aujourd'hui, je crois que sur le journal de la CGT Ensemble, il parle de la controverse, le travail bien fait pour revendication. Je crois qu'effectivement, on a tout un pan de ce travail qu'on a complètement mis de côté, alors je dirais un peu de façon pédagogique, catégoriquement, on l'a refoulé. Maintenant, il nous revient dans la figure. Aujourd'hui, il existe par contre des actions qui se font sur la question du désir, de la volonté, de l'enthousiasme de mettre au travail son travail. Ça s'appelle la FSU, la CGT, des gens qui, au niveau de Paris, comme je crois au niveau régional, ça se développe tout doucement, comment mettre au travail cette difficulté du lien intersubjectif et du lien de la valeur travail entre l'individuel et le collectif. On pourrait revoir sur les sources de Marx, Freud, etc. Mais je pense que ça existe. Aujourd'hui, il existe des alternatives, des conférences, des rencontres possibles. Il faut aller voir ça sur Internet. FSU, changer la vie, changer le travail. Voilà, merci. Tu peux répondre? Oui, je vais être bref. Hein. Donc, j'ai bien entendu. Hein. Pour Bertrand, pas question d'individualiser, plus encore. Non.
Il s'agit simplement de comprendre pourquoi l'individualisme ou l'individualisation ou la mise en concurrence des travailleurs, etc., pourquoi ça marche. Il s'agit de comprendre ça. Il n'y a pas de possibilité de lutte, de combat par l'individu, c'est du collectif. Mais il n'y a pas de travail non plus sans le collectif. Mais comment aujourd'hui remettre du collectif dans le travail? La question, je disais tout à l'heure que la question des valeurs était une question importante. Alors, est-ce que c'est des valeurs de gauche, de droite, ou est-ce qu'il y a des valeurs qui transcendent ce clivage, etc. C'est encore une autre question. Mais la question des valeurs en elle-même, si elle n'a pas son support dans le travail, c'est pas possible. Si par le passé, l'horizon était ouvert et que le monde, on voulait le changer, c'est qu'on était capable de changer le monde dans le travail lui-même, qu'on était capable de transformer l'exécution de la tâche en création et en activité. La création et l'activité, c'est quoi? C'est la joie dans le travail, c'est la capacité de nouer des relations consistantes avec celui qui travaille avec nous. C'est de nouer des relations consistantes, de se rapprocher du monde des machines. Le travailleur comprenait sa machine, il était proche de sa machine, il sentait sa machine, il la voyait venir, si j'ose dire, la panne. Si on ne se pose pas ces questions-là, c'est pas possible. Alors on n'a pas le temps. Mais si on y répond simplement à la manière ancienne, en disant « Ah, le travail est empêché, nous sommes dans une société de gestion », alors on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que la société, l'organisation du travail d'aujourd'hui est bien plus subtile que cela. Elle a substitué à la capacité de travailler une autre capacité de travailler qui n'est pas celle de l'usine, qui est une capacité qui tue la vie, mais qui tue la vie en nous gardant debout, en quelque sorte. Alors que des zombies, alors que dans l'usine, quand ça ne marchait pas, on tombait. Ça se voyait. Et il y avait toujours les camarades qui étaient là pour nous aider à nous relever. Voilà, je ne réponds pas à tout le monde, mais on continuera la discussion après, notamment avec Philippe après. Ok, j'ai encore une question là. Toi aussi. Et puis après, on arrête là. Encore deux questions, oui. Encore deux questions. Michel. Ah, fait le photographe, lui. Micro, là. Et ensuite, lui. Serge. On n'entend pas, là. Michel, t'as donné le micro qui ne marche pas. Les spécifiques services publics, vu que dans le manageriat et tout ça, les collaborateurs, c'est plutôt un piège qu'on nous tend à nous. Parce que j'ai pas l'impression qu'on peut faire la même analyse, ou je me trompe, du côté de l'industrie, des ouvriers de l'industrie, qui restent encore et non assujettis, non aliénés, parce qu'il est en but, effectivement, à comment dire, à quelque chose de plus dur et de plus visible. Donc, je voulais savoir si on pouvait faire la même analyse d'aliénation et d'intégration de la logique collaborationniste, si je peux dire, puisqu'on est des collaborateurs on est considéré, on se considère des fois un petit peu comme ça. Est-ce que cette analyse vaut aussi pour l'industrie, les ouvriers de l'industrie? Parce qu'on voit quand même qu'ils forment corps quand ça pète et quand ça ferme, ils sont là, ils sont une classe sociale encore. Donc, parce que je pense à l'annihilation, les femmes qui intègrent qu'elles sont inférieures et que depuis des années ça dure encore, donc je pensais à ça. Alors, voilà ma question. Merci. Tu passes la parole, et c'est la dernière question, et après, on répond, et on va manger. C'est comme ça, le maître du temps. Oui. Merci, André. Serge Dufour. Donc, juste pour répondre à la camarade, je crois qu'il ne faut pas avoir l'illusion que dans les entreprises, parce que ce serait plus dur, il y aurait moins tout ce que tu décris. Moi, je témoigne pour avoir conduit
la recherche-action chez Renault, dans le groupe Renault, que c'est la puissance 10, parce que précisément, il y a à la fois la dureté, mais il y a tout ce que vient de décrire Sidi, parce que c'est absolument abominable, mais bon, il répondra. Moi, ce qui m'a interpellé dans ton exposé, c'est en particulier où tu appelles à ne pas confondre la volonté du sujet avec la volonté du pouvoir dans le sujet. Et où tu dis, là, on rentre... la volonté du pouvoir intégrée dans le sujet conduit à ce qu'il n'y ait plus de règles. Et pour le coup, ce que je me disais, mais c'est après la réflexion que faisait Bertrand tout à l'heure, c'est de me dire, mais finalement, pourquoi il n'y a plus de règles? Parce que jusque-là, les règles du métier étaient définies de l'extérieur. Et donc la question, je me pose la question de savoir si précisément, il ne pouvait pas y avoir la construction d'un premier rempart de protection du sujet, de l'individu contre ce pouvoir despotique, si précisément on ne reconstruisait pas en soi-même, avec le collectif de travail, les règles du métier. Redéfinir entre nous, parce que, en même temps, ce que disait le copain tout à l'heure, il y a des conférences intéressantes, c'est clair, la question. Et là, entre ce que Anicet, ce que Sidi ont présenté, je suis persuadé, les orateurs cet après-midi, il y a des quantités de sujets qui peuvent faire l'objet de conférences absolument passionnantes comme celle de ce matin. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a discuté aujourd'hui, demain matin, au boulot? C'est ça la question, parce que pour pouvoir mieux discuter la prochaine fois. Et donc je me disais que reconstruire face à ce pouvoir despotique dans soi-même, je ne vois pas comment faire autrement que de redéfinir entre nous les règles de travail, du travail bien fait, et ça renvoie effectivement à l'ouvrage de Clos sur la question de la dispute de la qualité du travail. Mais aujourd'hui, on est pris par quoi? Parce que tout ce que tu décris, c'est aussi, on nous supprime du temps, on nous supprime des effectifs, on nous plonge dans l'urgence, on nous plonge dans les priorités, faites votre choix au milieu de tout ça et démerdez-vous pour faire le boulot quand même. Et quand vous faites ces choix dans les priorités urgentes et dans les urgences prioritaires, de toute façon, vous êtes obligé, en fait, on passe son temps à mettre de côté des choses où on sait qu'on est en faute professionnelle. C'est-à-dire qu'on construit, on amène les gens à construire eux-mêmes leur propre culpabilisation et leur propre culpabilité. Et donc, je ne vois pas comment faire autrement que de se réunir en collectif de travail pour dire, voilà, aujourd'hui, dans les conditions qui nous sont faites, qu'est-ce qu'on estime être un travail bien fait. Et voilà les règles qu'on s'impose ensemble et qu'on est prêt à défendre ensemble. Et qui interdisent, pour le coup, au pouvoir en soi-même de transgresser ces règles et d'exercer ce despotisme en soi-même, quoi. Voilà, c'était une suggestion. J'appellerais, moi, un petit peu chacun à dire, eh ben, si on réunissait notre propre équipe de travail, puis qu'on commence à dire dans ce bordel, redonnons-nous des règles du travail bien fait, quoi. Merci à tous les deux. Merci. Donc, Serge, tu as répondu à la première question, même s'il faut nuancer, bien entendu, et considérer les situations au cas par cas, hein, pour voir comment les choses... Alors, ce que tu dis est très, très intéressant, c'est ce que proposent d'ailleurs de nombreux collègues. Il faut juste se souvenir que c'est une position défensive. Que c'est une position défensive et que considérer que cette position-là, retrouver les règles du métier, etc., bon, on sait bien les collègues, on les connaît, ceux qui développent tout ça et qui font un travail considérable. Ce que je crois, c'est que ça n'interdit rien du tout. Malheureusement, ça n'interdit pas. Tu dis que ça interdit justement que... Non, ça n'interdit pas. Bon, ça peut sauver les meubles, ça peut... ici ou là. Non, je crois sincèrement que la question doit être la question des travailleurs et elle doit être l'une des questions politiques majeures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à faire comme si c'était l'affaire des gens dans les ateliers et que ce n'était pas l'affaire de l'État, que ce n'était pas l'affaire des partis, que ce n'était pas l'affaire des gens qui sont ni dans l'État ni dans les partis mais qui font de la politique autrement. C'est l'affaire de ces gens-là. Et si on ne repose pas la question de comment garantir la souveraineté de l'homme sur lui-même, et donc comment garantir le principe ou le présupposé de l'égalité, si on ne pose pas cette question-là, on n'y arrivera pas. C'est ce que je crois profondément. Je crois profondément que c'est une séquence historique qui touche à l'institution démocratique
et qui touche à la civilisation. Je ne crois pas du tout que c'est juste, je l'ai dit au départ, que c'est juste une question de santé au travail. Je ne dis pas que ce n'est pas une question de santé au travail, je ne sais pas ce que tu dis. Mais nous sommes aujourd'hui, hein, je crois, pour moi, c'est un impératif. C'est un impératif. Nous devons poser la question à ce niveau-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire aux institutions « il ne faut pas bouger ». Il s'agit de dire aux institutions, quand vous bougez, de la manière dont vous bougez, posez-vous les questions, hein, avec d'autres, sur ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier avec la subjectivité humaine et avec le corps des hommes. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, je vous remercie de votre attention.